Normalement, je dirais chers collègues, chers amis, mais aujourd'hui, je vais dire simplement chers membres de la grande famille du CRDP, bienvenue à cette activité. Lorsque j'ai eu le plaisir d'être nommé directeur du CRDP et ainsi de succéder à mon collègue et ami Vincent Gautret, ben, je présume collègue et ami, ben, il confirmera par la suite. Collègue, c'est certain, ami, je le laisse décider. Mais tout ça pour dire, blague à part, l'une des choses que je voulais faire, c'est m'assurer que, comme on a un CRDP renouvelé, plusieurs nouveaux chercheurs, plusieurs étudiants qui se joignent à nous également, m'assurer que l'histoire du CRDP soit connue par ses membres. C'est une histoire extrêmement riche. Vous le savez, le CRDP fête cette année ses 60 ans. Et ça n'est pas rien. Ça fait de nous le plus vieux centre de recherche en droit au pays. Et donc, évidemment, avec 60 ans, ben, vient 60 ans d'histoire, 60 ans d'activité, 60 ans d'expérience. Et je trouvais donc important de souligner l'événement et d'en discuter avec des gens qui, évidemment, n'étaient pas là il y a 60 ans, mais qui ont côtoyé des gens qui étaient là au tout début, et donc m'assurer finalement d'avoir une certaine mémoire institutionnelle des activités du CRDP. Donc, l'activité de cet après-midi, bien, rien de prétentieux, hein, c'est vraiment un dialogue avec nos deux collègues autour de qui nous sommes, qui est le CRDP, nos racines, notre historique, et on l'espère un peu discuter de notre avenir collectif. Et donc, mes deux copanélistes, et ça a l'air tellement officiel, les deux collègues qui ont gentiment accepté de se prêter à l'exercice, mais les deux Pierre, donc Pierre Trudel et Pierre Noreau. Et là, je me posais la question d'ailleurs, si on dit les deux Pierre, comment est-ce qu'on écrit Pierre? Il faut mettre un S ou pas mettre de S? C'est une question à laquelle on pourra peut-être répondre. Mais blague à part, vous les connaissez, Pierre Trudel et Pierre Noreau, en fait, tous les deux sont chercheurs au CRDP, évidemment, anciens directeurs également, collègues et j'ose espérer amis, gens pour qui j'ai évidemment énormément de respect et qui sont en nos murs depuis quelques années et donc ont plusieurs anecdotes, plusieurs histoires à partager avec vous. Et donc, j'ai prévu quelques questions, mais bon, considérant les trois personnes qui sont devant vous ici, je présume que je vais poser la première et qu'ensuite, on va commencer à discuter tous les trois et que l'heure et demie qu'on avait prévue sera écoulée et qu'on passera malheureusement à la prochaine activité. Je dis malheureusement parce qu'encore une fois, je suis persuadé que nos discussions pourraient durer très longtemps. Mais bon, je vais commencer avec ma première question et messieurs, encore une fois, j'envisage ceci comme une conversation bien ouverte, donc n'hésitez pas à sauter dans la conversation quand vous le jugez utile. Et je me retourne également vers les collègues dans la salle si les commentaires ou les réponses qui sont prononcées devant vous soulèvent des idées, des questionnements. N'hésitez surtout pas à lever la main et plus c'est interactif, plus ce sera amusant. Donc, je l'ai mentionné dans mon propos introductif, messieurs, le CRDP fête aujourd'hui ses 60 ans, en fait, cette année, devrais-je dire, ses 60 ans. Plusieurs des gens dans la salle et ceux qui nous écoutent présentement via Zoom connaissent les grandes lignes de l'histoire de sa création, bon, avec Paul Guérin-Lajoie qui aurait remis un chèque de 50 000 $ au recteur, si je ne m'abuse, en lui disant qu'il faut créer un centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal. Mais on connaît un peu moins bien ce qui a suivi. Donc, les années, les semaines, les mois qui ont suivi cette demande. Et donc, je me tourne vers vous. Quelles anecdotes avez-vous entendues de vos prédécesseurs au centre, de nos prédécesseurs au centre, de comment ces premières années se sont déroulées? Et peut-être, si vous voulez revenir, vous avez plus de détails là, sur cette entente entre le ministre Guérin-Lajoie et l'administration de la faculté et de l'université. Donc, peut-être Pierre Trudel d'abord. Oui, en fait, moi, ça fait cette année 50 ans que je fréquente la faculté de droit, mais à titre d'étudiant au début, bien sûr.
Je dirais que la connaissance des premières années du CRDP, c'est davantage par la fréquentation des personnes qui étaient là, puisque comme étudiant, j'ai commencé à y travailler en 76-77 comme étudiant et par la suite à différents titres. Ce que j'ai souvent retenu des conversations, c'est que à l'origine, c'est un centre qui a été créé pour changer les choses. Les facultés de droit au début des années 60, en tout cas certainement au Québec, à l'instar de l'université, sont largement tributaires de l'Église catholique triomphante et on raconte, et même il y a des coupures de journaux de l'époque qui racontent que à cette époque, l'Université de Montréal s'était vu interdire d'embaucher à titre de professeur un certain Pierre Elliott Trudeau parce qu'on estimait qu'il était trop, à cette époque-là, il était trop révolutionnaire, il était trop anticlérical. Et donc, dans les années 1960 survient ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, il y a cette espèce de renouveau. Et c'est là que Paul Gérin-Lajoie a déjà raconté lors de l'un des anniversaires du CRDP qu'il avait à l'époque reçu le recteur chez lui et lui avait dit « Vous allez me créer un centre de recherche en droit public ». Alors, à l'époque, l'autonomie des universités, ça s'est résumé à bien peu de choses. Et c'est comme ça, semble-t-il, que le centre a été créé. C'est la Révolution tranquille, c'est l'agitation constitutionnelle, et c'est probablement ce qui explique que les premières œuvres du CRDP sont des œuvres constitutionnelles, sont des œuvres qui sont largement rattachées au droit constitutionnel. Il y a un petit son. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est des tuyaux. Des tuyaux? Bon, c'est des tuyaux. Bon. Alors, on est dans. L'immeuble date des mêmes années. Hein? Alors, il y a des travaux qui sont publiés dans ce qui est devenu aux presses de l'Université de Montréal, la collection des travaux du Centre de recherche en droit public sur des questions comme le pouvoir déclaratoire du Parlement, le sens de l'article 96. Alors, c'est celui-là, le pouvoir déclaratoire du Parlement. L'article 96 de la loi constitutionnelle de 1867 sur la nomination des juges des cours supérieures, les pouvoirs d'expropriation, le statut du Labrador. Bref, des travaux qui sont très clairement et je dirais étroitement situés dans des questionnements du droit constitutionnel. Ça peut probablement s'expliquer parce qu'à cette époque, le droit public au sens classique du terme demeure très marginal au sein des facultés de droit. Il y avait à cette époque, en guise de cours de droit public, il y avait du droit paroissial. Donc, on enseignait le droit, le statut des paroisses comme institution. La fabrique, donc les églises, en fait. Donc, c'est dire à quel point l'importance et le poids des enjeux religieux, en fait, des institutions religieuses étaient considérables dans cette époque. Et donc, c'est une époque. Des gens comme Pierre Carignan, qui a été directeur du Centre de recherche en droit public, des gens comme Jean Betts, c'est des gens qui souvent, et plus tard Guy Rocher, ce sont souvent des gens qui se sont positionnés justement contre le poids très considérable de l'Église. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'a créé le CRDP. Et c'est probablement pas étonnant que les 2 premières décennies de cette institution vont souvent être marquées par des tensions entre la faculté de droit, largement orientée vers des logiques d'école professionnelle, de formation des professionnels du droit, et le Centre de recherche en droit public, davantage orienté vers des problématiques de recherche
recherche qui, bien sûr, à l'époque, s'inscrit dans une approche franchement et directement positiviste, le droit constitutionnel canadien, les enjeux de droit public, mais il y a là très certainement ce qu'on relève et ce qui semble caractériser les rapports entre l'institution que constitue le Centre de recherche en droit public et la faculté de droit, c'est une certaine tension parce que les deux instances, les deux organismes ne fonctionnent pas selon les mêmes logiques. C'est à une époque où lorsqu'on voit un docteur en droit, on le met dans un aquarium pour l'observer parce que c'est tellement rare qu'on a besoin presque de l'observer comme une sorte de spécimen. Donc, ce sont des facultés professionnelles, donc des facultés où les études supérieures sont considérées comme superflues, valorisation considérable du savoir professionnel, de la pratique, comme on dit, et par conséquent, des logiques qui semblent sous-jacentes à la recherche fondamentale ne sont pas nécessairement des logiques qui prévalent partout. Et ça, je pense que ça a marqué les 2 premières décennies du CRDP. À cette époque, le CRDP bénéficiait d'un budget discrétionnaire. Le directeur, ça peut peut-être intéresser les directeurs actuels, bénéficiait d'un budget dont il était entièrement maître et pouvait embaucher des profs presque à sa guise. C'est comme ça que Pierre Elliott Trudeau a été engagé au Centre de recherche en droit public. C'est comme ça qu'André Lajoie a été engagé. Dans les archives du Centre de recherche en droit public, il y a le contrat d'embauche de Pierre Elliott Trudeau. Je pense qu'on lui offrait à l'époque 4 000 $ par année. Mais il n'avait pas besoin d'argent. Mais il n'avait pas besoin d'argent, c'était pas trop mal. Mais il faut quand même savoir que 4 000 $ par année, au début des années 60, c'était un salaire extrêmement intéressant. C'est pas... Alors voilà. Alors, je ne veux pas répondre trop longtemps, mais je dirais que c'est ce que moi, j'ai retenu qui me semble le plus fondamental là, dans les 2 premières décennies de l'histoire de ce centre. Pierre Moreau, as-tu des choses à ajouter? À 1 ou 2, hein, c'est difficile de passer par-dessus Pierre là-dessus. Il faut quand même voir que Paul Gérin-Lajoie, PGL, c'est de la dictée, c'est le même. Hein? Okay, bon. Alors, Paul Gérin-Lajoie, c'était un docteur en droit public. Il a fait son doctorat en droit public à Oxford, donc c'était un des premiers, je dirais, publicistes qu'on avait. Il faisait plutôt de la politique, mais conséquemment, il savait que c'était quoi, le droit public. Au Québec, à l'époque, on était assez mal équipés sur le plan du droit public dans nos rapports avec le fédéral. Et donc, il y a derrière la création du CRDP un projet, je dirais, un peu nationaliste. C'est-à-dire qu'au moins en 10 ans, on va se donner au Québec les moyens d'une compétence en droit public, puisque on se fait manger constamment sans être capable de répondre aux spécialistes de droit public du Canada anglais qui travaillent pour le fédéral. Il y a quelque chose quand même de ça là-dedans, et quand on oublie ça, il y a une autre dimension qui nous échappe, et moi je pense qu'il faut insister sur cet aspect-là. Alors oui, ça s'est passé chez Paul Gérin-Lajoie, que j'ai eu la chance moi, de connaître pas mal finalement par la suite, là, dans peut-être les 10-15 dernières années de sa vie. Et puis, ça peut être autour d'un Sherry, je pense, parce qu'à l'époque, c'est Irénée Lucier qui finalement était le recteur, qui a été le recteur ici entre 55 puis 65, qui s'est retrouvé donc à prendre un coup avec Paul. Et puis, ils ont réglé le problème du budget. Alors, Paul Gérin-Lajoie, il a dit, écoutez, je ne vais pas discuter de votre budget, je vous donne tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas donné 50 000 $, il a donné 100 000 $ en fait, parce qu'il voulait 2 centres de recherche. Un centre de recherche en droit public et un centre de calcul, c'est-à-dire un centre de recherche mathématique fondamentale qui a été très longtemps et qui, je crois, existe encore, mais qui ne s'est pas développé de la même façon. Mais très longtemps, ce centre de calcul-là, c'était le grand centre de calcul au Québec. Et c'est toute la base, je dirais, de l'industrie du sondage aujourd'hui au Québec. Toute cette base-là a été développée au centre de calcul, donc des statisticiens pour une bonne partie. Ça a été dirigé par Luc Vinet, qui est devenu recteur à l'Université de Montréal. Et en fait, il est devenu directeur du centre de calcul après avoir été recteur. Et donc, c'était une ambition derrière de construire à la fois, disons, les sciences et le droit, d'une certaine façon. Et oui, c'est vrai que c'était très personnalisé, les embauches,
André Lajoie, par exemple, elle a été engagée parce qu'elle a rencontré Betts, qui était le premier directeur du centre, et puis Betts est allé prendre un chéri chez Marie-André Bertrand, chez les parents de Marie-André Bertrand, qui était religieuse à cette époque-là. Alors, on oublie ça, mais... Et puis finalement, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Elle avait son droit, elle a fait une maîtrise à Oxford en économie et sciences politiques. Et là, elle lui demande, est-ce que tu voudrais travailler? Puis elle dit, ben là, je ne suis pas certain. Elle travaillait déjà comme journaliste à Ottawa. Et puis finalement, elle s'est dit, comme je vais bientôt partir pour New York parce que son mari de l'époque était ambassadeur et que je ne peux plus faire de journalisme parce que ça, dans le monde diplomatique, on préfère finalement pas trop se mêler des journaux. Alors finalement, il y a eu ce passage-là à New York et elle pouvait travailler à temps partiel à partir de New York jusqu'à ce qu'elle revienne à Montréal et puis qu'elle travaille à temps plein au Centre de recherche en droit public. Et c'était la même chose pour Trudeau, qui, oui, était pendant un certain temps persona non grata ici. Je me rappelle d'avoir discuté avec un collègue français qui était un professeur à Sciences Po, qui était une grande sommité, un spécialiste des partis politiques. Et puis, il était un ami de Trudeau, parce qu'il était proche de la revue Esprit. Trudeau était proche de la revue Esprit à cause de l'ascendant d'Emmanuel Mounier et puis de l'idée du personnalisme comme orientation, comme perspective philosophique de l'action. Et donc, ils étaient assez liés. Et puis, à un moment donné, ben, Georges vient ici, Lavaux, et puis il se promène avec Trudeau sur la montagne et il tombe sur le recteur, évidemment. Il faut voir, à l'époque, il y avait 3500 étudiants à l'Université de Montréal. Alors, tout ce monde était concentré en haut, autour de la tour, finalement, et puis tout était là, hein, y compris la faculté de droit. Ici, c'est construit en 1967. Donc, on est dans le tout début des années 60, et dans ce cas-là, même à la fin des années 50. Alors, Georges se promène avec Trudeau, et puis finalement, il tombe sur Irénée Lucier, et puis finalement, Lucier dit, il dit, oui, Pierre, parce qu'il connaissait tout le monde par son prénom, au nombre d'étudiants qu'il y avait. Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que tu es persona non grata à l'Université de Montréal. Alors, à cause de son implication, notamment dans la grève à l'époque d'Asbestos, et puis par la suite à Murdochville et dans d'autres grands conflits là, que lui a suivis sur le plan de liberté publique, hein, du droit à la syndicalisation. Alors, mais c'était amical d'une certaine façon. Lucie, c'était quand même un intellectuel. Hein. Il peut se permettre de dire ça à Trudeau, mais en même temps, il savait bien que ça n'avait pas de sens. Alors, il n'insistait pas trop. Mais ça avait tout de même surpris Lavaux, évidemment. Alors, tout ça pour dire que c'était le contexte, et oui, on engageait les gens sur une base personnelle. D'ailleurs, très longtemps, les chercheurs du centre étaient payés directement par le centre. Moi, je suis le dernier chercheur, je dis ça comme si j'étais le dernier des cavernes. Je suis le dernier chercheur qui était engagé pour le CRDP et payé par le CRDP, a priori. Par la suite, tout ça a basculé. On est devenu des profs comme les autres, d'une certaine façon, en tout cas payés par l'université, sans que le CRDP soit chargé finalement. Mais il y avait des raisons techniques lorsque ça s'est fait. Parce que, bon, le 50 000 mais c'est 50 000 par année. Mais ça valait plus beaucoup s'il fallait payer des gommes Trudel, etc., si on n'avait plus moyen de faire ça. Alors là, ce qui restait à faire, c'était qu'on devienne des profs d'université, que l'université assume les salaires des profs. Et c'est ce jour-là, en fait, on est vraiment devenus des profs de la faculté de droit. Mais a priori, même si on participait à l'assemblée facultaire et tout, on était des chercheurs du CRDP. Et oui, ça posait des difficultés internes, parce qu'à l'époque, tu as raison, c'est qu'il y a le droit paroissial, mais ça, c'est ce qu'on enseignait le dimanche matin. Mais en général, les autres jours de la semaine, il faut voir qu'à l'époque, les profs étaient essentiellement, une bonne partie, n'étaient pas des professeurs de carrière. C'était très largement des praticiens, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de cours le soir. Et donc, comme on aurait pu le dire un autre, c'était droit civil le matin, droit civil l'après-midi, droit civil le soir. Okay? Donc, c'était ça. Et donc, droit public, à côté de ça, c'est un truc un petit peu libéral. Et finalement, tout de même, c'est la présence du CRDP qui a montré que c'était possible de le développer. Et plus que ça, puisque c'est devenu quand même un centre qui dépasse largement, en tant que référence, le domaine du droit. Le CRDP aujourd'hui, depuis assez longtemps, c'est considéré comme le genre de centre qu'on a besoin dans le milieu universitaire. Et puis, je pense que déjà, à cette époque-là, c'est un peu ce qu'on incarnait. Mais ça crée beaucoup de jalousie parce que les profs n'étaient pas obligés d'enseigner, les chercheurs du CRDP. Et là, évidemment, c'est la poule et l'œuf. On dit, évidemment, ils sont bons, mais ils sont bons parce qu'ils ne travaillent pas. Ils sont bons parce qu'ils n'enseignent pas. Et voilà pourquoi ils ont des projets aussi importants que ceci, que cela. Mais ça, c'est venu plutôt avec le temps. Au début, il faut quand même reconnaître que les travaux sont de nature artisanale. Et puis, beaucoup de ces travaux-là, donc, sont construits
à partir du travail du cerveau de profs dans leur bureau, au fond, et puis un certain nombre des pièces majeures de cette époque-là sont produites dans cette perspective. Ici, Yves Ouellet, qui a été directeur du centre pendant un bout, ici, c'est théorie de la qualification face à la législation déléguée, donc la question de la réglementation. Tranquillement, l'État prend plus de place. Hein. Donc, le gouvernement a besoin du pouvoir délégué de lui confère le droit à la réglementation. C'est un phénomène, en fait, nouveau. Et de ce point de vue-là, on peut considérer qu'on travaillait au CRDP, soit sur des questions pour lesquelles il n'y avait rien, comme on parlait tout à l'heure de toute cette question sur les expropriations, sur lesquelles il n'y avait rien, jusqu'à ce qu'André Lajoie travaille là-dessus, ou sur des questions nouvelles qui se présentaient, comme sur le corporatisme professionnel, ou ce truc que j'aime bien de Yves Ouellet, la stérilisation politique des juges. C'est intéressant. Mais en tout cas, c'est toute la question de l'indépendance des juges. Alors, des sujets de cette nature qui caractérisent les recherches de cette période. Quelques trucs un peu particuliers aussi à l'époque, on réalise quand on fouille bien dans les archives, qu'André Lajoie a même travaillé dans un immense rapport sur l'intégration professionnelle des étudiants de droit. C'est assez étonnant, hein, puisque d'une certaine façon, mais la compétence en recherche peut servir à beaucoup de choses. Donc, dans ce cas-ci, c'est elle qui se retrouve associée à la production de cette étude-là pour la faculté. Et donc, le CRD tout de même avait une relation avec la faculté qui pouvait être positive, en tout cas pour ce type de... C'est-à-dire que moi, j'étais au moment où ça s'est fait, cette étude-là, et c'était pas si positif que ça, je pense. C'était une étude qui avait été commandée par une instance gouvernementale pour éventuellement évaluer des possibilités d'évolution des facultés de droit et notamment évaluer l'opportunité de faire en sorte que les chambres professionnelles aient moins de prise sur la formation des juristes. Et le souvenir que j'en ai, c'est que cette étude-là, lorsqu'elle a été réalisée, n'a pas nécessairement plu à tout le monde au sein de la faculté de droit. Ça, je me souviens de ça. Ça avait été, on percevait finalement la remise en question de cette proximité entre les professions juridiques et les facultés de droit comme un danger. Enfin, certaines personnes percevaient ça comme un danger. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Je dois concéder tout de même qu'il a fallu que je fouille beaucoup pour la trouver. Qu'elle était bien cachée. Elle était bien cachée. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait été mise en œuvre. Mais ça souligne une question intéressante au niveau de la relation à l'époque entre le centre et la faculté. Bon, Pierre, tu as mentionné que les chercheurs du CRDP, bien qu'ils n'étaient pas professeurs, participaient à l'Assemblée des professeurs de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, il y avait une certaine collégialité quand même. Est-ce que l'arrivée du centre a été bien accueillie? Est-ce qu'il y avait une incompréhension? Comment tout ça s'est créé, savez-vous? Je suppose qu'on s'est dû faire graduellement. C'est parce qu'a priori, les profs ne faisaient pas tellement de recherche. Il était au moment où j'ai commencé moi, à travailler au centre, les professeurs étaient membres de la faculté de droit. Sauf que le budget à partir duquel ils étaient rémunérés relevait du CRDP. Autrement dit, relevait d'une autre enveloppe. Ce qui faisait en sorte, et c'était probablement une cause de friction, ce qui faisait en sorte que la direction de la faculté de droit n'avait pas pleine autorité pour finalement décider si on veut, du sort et de la tâche de ces professeurs-là. Ça a eu un drôle d'effet parce qu'au début des années 80, il y a eu à l'Université de Montréal l'épisode du non-renouvellement des professeurs adjoints qui étaient en phase de renouvellement, en vertu de la réglementation et de la convention collective. Après 3 ans de professeurs adjoints, il faut être renouvelé. Et par la suite, une fois qu'on est renouvelé, on peut ensuite être agrégé. Alors, au bout de 3 ans, moi, j'étais dans ce groupe-là avec d'autres collègues. On a été renouvelés et survient une des vagues de coupures budgétaires qui marquent l'histoire de l'université. On ne peut pas, je pense, comprendre le développement de la recherche sans regarder les soubresauts
budgétaires qui ont confronté l'université. Alors, à cette époque-là, la décision du conseil exécutif de l'université, c'est de ne pas renouveler 162 professeurs qui étaient cette année-là en instance de renouvellement. Ça déclenche une crise. À cette époque, les professeurs ont un poids beaucoup plus significatif qu'aujourd'hui dans le fonctionnement de l'université, dans la structure de l'université. Ça a fini par se résoudre de différentes façons. Et une des façons qui avait été trouvée, c'est moi, je le sais parce que j'étais directement concerné. Moi, j'avais été engagé comme professeur à la faculté. Et le directeur du centre à l'époque a dit, ben, écoutez, j'ai un poste libre, alors on va prendre Trudel. Et c'est comme ça, moi, que je suis rentré au CRDP comme professeur. C'est que là, il y avait un poste libre émanant au budget du CRDP. Et c'est comme ça que j'ai fini par y rentrer. Puis finalement, ça a duré assez longtemps, j'y suis encore. Mais, et donc, à cette époque-là, ben, il y avait deux enveloppes budgétaires. Cette distinction d'enveloppe budgétaire pour les postes de professeurs, comme tu l'as mentionné, a disparu à un certain moment. Mais à cette époque, c'était perçu comme une façon de garantir la liberté de recherche des professeurs du CRDP. C'est-à-dire, à l'époque, on percevait que si ces professeurs-là n'étaient pas protégés de ce qu'on pouvait percevoir comme étant l'arbitraire de la faculté de droit et de ses impératifs de formation professionnelle, ben, on craignait que ça empêche la réalisation d'études qui n'étaient pas spécifiquement dirigées vers les enseignements qui mènent à des savoirs ou à des compétences professionnelles. Alors, ça a été longtemps, si on veut, le cheval de bataille, en fait, sous la direction de Pierre Carignan, d'André Lajoie, d'André Tremblay. C'était un des grands sujets, non seulement de discussion, mais de désaccord entre la direction de la faculté de droit et le CRDP. Et à cette époque, ben, la direction du CRDP s'appuyait beaucoup sur le vice-rectorat à la recherche qui trouvait ça intéressant d'avoir un CRDP autonome parce que le budget du CRDP relevait de l'enveloppe du vice-recteur à la recherche, alors que le budget de la faculté de droit relevait d'une autre enveloppe. Alors donc, il y avait une sorte de conjoncture qui jouait à cette époque-là comme un élément protecteur d'une certaine liberté de recherche, telle qu'on la percevait à ce moment-là. Et donc, c'est cette... moi, je fais l'hypothèse que d'ailleurs, l'évolution du paysage de recherche a évolué à partir d'un modèle où les chercheurs avaient beaucoup de maîtrise des sujets de recherche, jusqu'à le modèle actuel, que moi j'appelle le modèle du lion en cage, c'est-à-dire on a des organismes subventionnaires, ils mettent en place une cage et les chercheurs sont des lions qui se battent pour le morceau de viande qu'on jette au lion. C'est ça, finalement, le financement de la recherche en sciences humaines de nos jours. Alors qu'il fut une époque, il me semble, où il y avait une garantie structurelle beaucoup plus solide qu'aujourd'hui pour protéger justement la liberté des chercheurs de définir des sujets de recherche et de les réaliser. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire, il faut se soumettre aux priorités établies par les instances de financement et il faut démontrer qu'on se soumet, qu'on se conforme à ça. Et c'est à ces conditions-là, finalement, qu'on peut faire de la recherche, à moins, évidemment, de décider de la faire toute seule, bénévolement, dans son... Mais il faut dire que pendant un certain nombre d'années, en tout cas au début du centre, parce qu'on est encore un peu dans cette période-là, il y a beaucoup de travaux qui sont nés avec pas grand-chose, en fait. Une bibliothèque. Puis André m'avait conté un jour que bon, personne n'avait d'argent, puis quelqu'un du gouvernement téléphone, puis lui dit oui, auriez-vous besoin d'argent pour la recherche? Alors, on cherchait moins, hein, dans ce temps-là, c'est eux qui nous cherchaient. Hein. Alors, ça, oui, ça a changé d'abord. Et puis, elle se demandait pourquoi elle aurait de l'argent pour faire de la recherche. Alors, finalement, bon, comme tout le monde, elle a appris à quoi ça servait. Mais ça a conduit tranquillement à construire un centre qui n'existe plus maintenant
qui est le centre où les chercheurs sont avec des professionnels de recherche. On payait des professionnels de recherche et il y avait un secrétariat. À l'époque, la gestion de l'argent n'avait pas beaucoup de place, donc c'était une des secrétaires qui gérait l'argent, qui par la suite est devenue plus ou moins la gestionnaire des fonds, qui sont devenus de plus en plus compliqués à gérer, puisqu'il y avait de plus en plus de moyens. Donc, elle n'avait pas nécessairement tout ce qu'il fallait pour réussir à faire le travail de gestion que c'était devenu. Et puis, les rapports avec l'université, c'était compliqué, parce que la comptabilité de l'université ici, en matière de recherche, est centralisée. Donc, c'est tout un jeu de relations. Mais avant qu'on en vienne là, on gérait essentiellement nos propres fonds, et puis les profs travaillaient avec des professionnels de recherche, pas avec des étudiants. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu avec le début des années 90. C'est à partir de ce moment-là qu'on est obligé de se départir comme centre des professionnels de recherche qu'on avait pour les remplacer par des étudiants. Et là, Pierrette Mulazzi, puis un certain nombre d'autres qui travaillaient, puis qui étaient des gens qui avaient leur doctorat et tout, là, mais qui, eux, ne voulaient pas faire la carrière de prof ou de chercheur, mais étaient bien prêts à travailler avec Trudel, ou avec Rocher, ou avec André Lajoie. Ils étaient prêts à mettre du temps pour aider qu'une recherche se fasse. Et ça, c'était quelque chose qui est disparu par la suite parce que justement, les organismes subventionnaires, on nous a dit, il faut que l'argent serve à la formation des étudiants. Ça avec quoi, personnellement, je suis d'accord. Mais ça a eu comme conséquence qu'on a perdu nos professionnels de recherche, qui étaient des gens extrêmement aguerris, très compétents, capables eux-mêmes de produire des travaux de recherche importants. Et pour la remplacer tranquillement, mais faire que la recherche, et je suis d'accord avec ça, devienne une outil de formation. Et c'est comme ça qu'en fait, l'évolution s'est faite par la suite. Mais à l'époque, dans les années 70, 80, à partir du moment où les profs ont arrêté de travailler de façon artisanale, c'était avec des professionnels de recherche qui travaillaient, et le secrétariat était mobilisé, dans certains cas, pour faire un certain nombre des travaux de la recherche. Donc, ils n'étaient pas seulement le secrétariat, là. Ils travaillaient également pour donner des travaux pour André Lajoie, puis faire de la compilation d'ici et tout ça. Donc, c'est une espèce de... C'était une équipe plus, je dirais, plus intégrée, je dirais, avec moins de roulement pour ce qui est des gens qui travaillaient à la recherche ou au soutien à la recherche. Et ça a duré pendant une dizaine d'années. Oui, c'est l'époque des gros contrats de recherche. C'est l'époque où sont réalisées des études comme le droit québécois de l'eau, grâce à une subvention du ministère des Richesses naturelles du Québec. C'est l'époque de la réalisation du traité de droit de la santé, en raison d'une injection de fonds de la part du ministère de la Santé de l'époque, du ministère des Affaires sociales, tel qu'il était alors. Et donc, il y a toute une série de travaux qui sont illustrés par ce type de production, qui sont réalisés, bien sûr, par des équipes qui sont constituées ad hoc pour réaliser dans des délais souvent très brefs. Le traité de droit de santé et services sociaux, c'est un projet qui a duré 3 ans à peu près. Le droit québécois de l'eau, encore moins de temps. Et donc, c'est des projets qui sont réalisés avec des équipes justement constituées à la fois de professionnels de recherche, d'étudiants, mais pas tellement d'étudiants du 2e, 3e cycle, parce qu'il y en a très peu à l'époque. Ce sont souvent des étudiants de premier cycle et qui souvent permettent de déployer beaucoup de moyens. À cette époque-là, les fonds obtenus pour financer ce type de projet étaient suffisants pour financer l'infrastructure de fonctionnement du centre et notamment financer une partie là, des salaires de ceux qui fonctionnaient au centre, pas nécessairement ceux des professionnels, mais aussi même des professeurs là, qui ne travaillaient pas nécessairement de façon directe dans ces projets majeurs. Alors, ces projets-là permettaient en quelque sorte d'obtenir des fonds qui pouvaient être mis en réserve pour les années de vache maigre. Cette capacité de mettre des fonds en réserve pour un organisme de recherche, c'est aussi un atout important lorsqu'on a à cœur la protection d'une certaine capacité de manœuvre ou de marge de manœuvre pour définir librement des objets de recherche. Et donc, cette époque-là a permis la réalisation de ces travaux-là. Il y en a eu d'autres, je ne les ai pas tous. Le droit de la radio-télévision, c'est ça. Le droit du cyberespace. C'est autant de travaux qui ont été financés avec des subventions majeures qui permettaient de financer plus encore que l'ouvrage comme tel, comme résultat. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'évolution de la recherche, les thèmes de la recherche. Au départ, les recherches sont des concepts juridiques non définis
doivent être définis, ou des droits comme justement le pouvoir déclaratoire fédéral sur la normativité, ou la question, je ne sais pas, même la question du développement régional, ou du moins la décentralisation régionale, la déconcentration régionale, dans une perspective où le Québec se construit, puis on a besoin de réfléchir à des concepts de cette nature-là qui ont une résonance juridique quelque part. Mais par la suite, dans cette période dont on parle, ces travaux-là, ils sont construits autour de construire de nouveaux champs du droit. Ce sont des champs qui n'existent pas a priori. Le droit de la santé n'existe pas avant 1970, c'est-à-dire avant le dépôt du rapport Castonguay-Neveu. C'est tout simplement un ensemble de petites normativités, de petites règles professionnelles qui finalement ne forment pas un tout. Et ce qui caractérise, mettons, le traité de droit de la santé, c'est ça, c'est la construction de nouveaux champs du droit, la recherche de l'unification de ces différents domaines, de différentes législations pour en faire un droit complet. Et il y a une spécificité, il y a une logique interne au droit qu'on appelle le droit de la santé. C'est la même chose pour le droit de l'eau. Et puis, c'est un peu la même chose pour le cyberespace, comme Trudel l'a souvent répété, tu t'en rappelleras. Il disait, oui, bon là, on dit qu'il y a un vide juridique dans le cyberespace, mais c'est de la bullshit, évidemment, mais il a toujours parlé plus poliment que ça, mais il dit, mais c'est faux, il existe un droit, c'est ce qu'il n'a pas été repéré, ce droit-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repère, en fait, le droit qui n'existe pas, on relie par un fil tout ce qui concerne ce nouvel espace de la relation sociale, qui sont les rapports qui transitent par le cyberespace. Et donc, c'est une période où on a construit le droit de grands champs nouveaux de l'activité sociale. Le droit de la santé n'existait pas très largement parce que la santé n'avait pas été nationalisée. Et c'est la même chose pour le droit de l'enseignement supérieur sur lequel André Lajoie a travaillé. On travaille pour constituer et faire voir l'existence de nouveaux très grands champs du droit et qui sont largement aujourd'hui reconnus comme des champs spécifiques, même si au départ, c'est un collage, en fait, de toutes sortes de références. Dans cette foulée-là, il y a une génération... À cette époque-là, il y a quand même une grosse caractéristique, c'est que les ressources sont obtenues directement par les chercheurs de la part d'organismes qui, pour toutes sortes de raisons, ont intérêt à ce que le champ juridique en question soit exploré et investigué. Et ça, c'est une caractéristique importante parce que c'est cette caractéristique-là qui va disparaître dans les années qui suivent, et désormais, lorsque des organismes publics ont des besoins d'investiguer certains enjeux, ben, ils se tournent non plus vers les chercheurs directement, mais vers des agences de financement de la recherche qui agissent comme des espèces de médiateurs de FRQ et d'autres. Et évidemment, ils utilisent leur cage à lions, là, puis ils lancent le stake, puis ils disent aux lions sautez dessus et que le meilleur gagne. C'est un modèle, et donc dans ce sens-là, il y a eu une évolution importante des modèles. Et ça change les conditions de la recherche. Mais en même temps, CRDP avait un certain monopole sur la recherche juridique de pointe, donc évidemment, ça peut être actif. Ça a formé toute une génération de chercheurs nouveaux. Par exemple, Molinari est d'abord un agent de recherche pour André Lajoie. Il signe l'ouvrage, mais a priori, il devient par la suite prof, il devient par la suite directeur du centre. Donc, ça a formé, c'est la même chose pour Louise Rolland, c'est une formation d'autres collègues qui ont travaillé dans les travaux du CRDP, ils sont devenus profs par la suite. Il y a même des gens ici, comme c'est Guillard qui produit cet ouvrage, qui dirige sur le droit québécois de l'eau. Ben, Guillard, il est encore membre de notre conseil de direction. C'était, vous savez, un grand fiscaliste. Et puis, il est encore actif au centre. Et lui, ça fait au moins 50 ans, parce que peut-être plus que ça, mais il fait 85 ans, je pense, Guy. Alors, c'est quelqu'un quand même qui a suivi le centre toujours, parce qu'il a toujours considéré que c'était une pépinière et le lieu où la recherche peut se développer dans une relative, je dirais, liberté. En tout cas, lui, il y a contribué. Alors, cette période-là, c'est la période, puisqu'on raconte une histoire, je vais compter. Moi, j'ai l'emploi le plus facile au monde. Je vous laisse vous inciter à parler. Et pendant une vingtaine d'années, donc, c'est beaucoup ça. On construit le droit d'un certain domaine nouveau de l'activité collective ou sociale. Et je pense que ça a caractérisé ça un certain nombre des travaux importants, emblématiques du centre. Par la suite, ça va se transformer en partie à cause de ce que Pierre souligne, c'est-à-dire la place plus grande des organismes subventionnaires.
exigences différentes, puis contre lesquelles, au fur et à mesure de la complexité des choses, on a pesté, là, nous, presque à chaque édition de concours nouveau, et on le fait encore maintenant de façon systématique, pour d'autres raisons que les raisons du départ. Mais ça nous a compliqué la vie au centre parce que l'on arrive au milieu des années 80. À l'époque, le centre avait commencé à être financé, pas seulement par l'université, mais par le FCAC, donc le Fonds Formation de chercheurs et action concertée. Et qui est devenu par la suite le FCAR, et puis après ça, le FRQSC, et puis maintenant le FRQ, Société et Culture. Alors, il y a eu une évolution, là, mais c'est toujours le même organisme. On pouvait donc obtenir comme centre un financement de l'ancêtre du FRQ, et on l'obtenait, et c'était tous les ans. Il fallait redemander tous les ans. Alors, c'était le fun à chaque année. Jusqu'à ce que, c'est en 87, c'est Molinari qui était le directeur, en tout cas, on s'est fait dire non. Puis après ça, on s'est refait dire non, une deuxième année. Et là, on était à la fin, comme des années 80, on était à 87, 8, 6, 7. Et là, ça, c'est paniquant parce que là, on risque de perdre une partie de notre monde. Et donc, on a vécu une crise à ce moment-là qui est peut-être pas très différente de celle qu'on a vécue il y a à peu près 5 ou 6 ans, là, quand on s'est fait dire non aussi. Là, il fallait il a fallu qu'on apprenne à faire autre chose que ce qu'on faisait. Dans notre cas, à nous, plus récemment, parce qu'on a de à faire comprendre qu'est-ce qu'on faisait. Mais à l'époque, ce qu'on faisait ne correspondait pas du tout à ce que les organismes subventionnaires demandaient. Et puis là, il a fallu qu'on apprenne à se plier en quatre pour voir comment on pouvait répondre à ces exigences-là, qui n'étaient pas toutes inutiles. Mais une des exigences dont j'ai parlé, c'est que l'essentiel des moyens de la recherche servent au financement des étudiants, ce qui est finalement quelque chose que beaucoup de sens dans une université. Et nous, ça commençait à en avoir aussi parce qu'on avait des étudiants de maîtrise et de doc, et donc ça avait du sens, en fait, de les amener à travailler avec nous. Mais ça a eu comme conséquence qu'on a perdu, en fait, nos professionnels de recherche dans ce contexte-là. Et il a fallu qu'on apprenne 2, 3 choses qu'on ne savait pas toujours faire. C'est travailler en équipe les uns avec les autres, parce que jusque-là, on travaillait en équipe. Notre équipe, c'était nous, puis nos professionnels de recherche, puis notre secrétariat, puis des fois un étudiant ou deux, c'était comme ça. Alors, donc, des équipes qui sont verticales, si je peux dire. Alors, il a fallu continuer sur des équipes horizontales formées de plusieurs collègues. Il fallait montrer que le centre n'était pas seulement un cumul de projets, mais qu'il y avait un projet central, qu'il y avait une ambition centrale sur les études juridiques. Il fallait faire comprendre que les études juridiques sont des études qui étudient la société, parce que ces fonds de recherche sont des fonds qui sont issus des sciences sociales. Et donc, il fallait construire quelque chose qui pouvait être compris par des évaluateurs des sciences sociales. Le droit, comme vous savez, est une discipline doctrinale. Alors, évidemment, on est dans une perspective intellectuelle qui est très différente de celle des autres sciences sociales. Je parle des 23 autres sciences sociales. On est les seuls, on est tellement meilleurs. Alors, il fallait quand même qu'on apprenne à parler ce discours-là et puis nous faire comprendre que le droit est une science sociale. Et donc, à nous-mêmes réfléchir au droit comme science sociale. Et ça n'a pas été si facile d'y arriver. Mais finalement, bon, après s'être fait dire non 2 fois, puis on s'est tanné de se faire dire non, donc on s'est arrangé pour se faire dire oui. Et c'est là que certaines équipes sont nées, qui sont restées très longtemps, des équipes de base du centre de recherche. Et André Lajoie, dans cet ouvrage, analyse ce phénomène de façon très critique, en disant que elle lui donne un nom, elle appelle ça le window dressing, ce qui est un peu peut-être injuste, mais autrement dit, il y a ce qu'on appelle des figures imposées. Et dans cet ouvrage, Vive la recherche libre, André Lajoie critique cette obligation de jouer des figures imposées pour les chercheurs. Autrement dit, l'objet de recherche est défini d'abord par l'organisme qui a les fonds et les chercheurs doivent danser sur la chorégraphie qui est imposée par l'organisme subventionnaire. Elle appelle ça du window dressing. C'est son expression. Ce n'est pas nécessairement une expression que je partage, mais c'est ce qu'elle utilise dans ce livre-là. Maintenant, ça a quand même donné du bon parce que ça nous a amené d'abord à travailler avec les gens de McGill. C'est ça, parce que c'était vraiment peut-être l'élément le plus central, et avec les gens de l'UQAM à l'époque. Donc, le centre a construit autour d'équipes McGill, UQAM et puis l'Université de Montréal. Et ça a conduit à la construction d'équipes moi, il faut diriger par, mettons, André et puis Rod McDonald à l'époque, André Lajoie, Rod McDonald, puis qui réunissait Guy Rocher au départ, puis après ça, Guy Rocher, Richard Janda, et en
fait, finalement. Des équipes qui ont duré longtemps, là. C'est des équipes qui ont été financées et refinancées pendant 15, 20 ans, puis qui ont constitué les noyaux durs du centre. Et puis, on s'est retrouvé avec 2, 3 équipes de cette nature-là, là, autour du cyberespace et du cyberdroit, disons ça comme ça, autour de la question du droit de la santé, notamment la question liée à la génomique, au développement d'un certain nombre de pratiques nouvelles dans le domaine médical qui posent des problèmes juridiques. Et donc, pendant un certain nombre d'années, passer cette période où on a réussi comme à s'adapter, à passer ce cap-là des exigences imposées par les centres, par les fonds de recherche, on a travaillé à la construction d'équipes comme ça, qui n'étaient pas des équipes du genre de celles qu'on a aujourd'hui. Parce que, bon, il faut quand même voir dans les équipes qu'on a, des fois, il y a jusqu'à 70 personnes. C'est des immenses équipes là, qui sont dirigées maintenant au CRDP, l'équipe à Carême, par exemple, des choses que je fais moi-même. C'est des grosses équipes, alors qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Le format de l'équipe, c'est 5 ou 6 chercheurs, si possible d'universités différentes. On pouvait encore être seulement des juristes, ça allait encore. C'est par la suite que l'interdisciplinarité est devenue une exigence. Puis après ça, ça a été l'interuniversité, mais c'était déjà pas mal dans les cartes. Puis après ça, il fallait que ça soit international et après ça, intergénérationnel, parce que là, actuellement, le plan de formation des étudiants dans un programme de subvention dépasse en volume de façon importante l'explication du projet. Et ça, c'est un peu ce que Pierre dénonce d'une certaine façon, c'est que, comme je dis souvent, quand j'écris une demande de subvention, j'espère que ceux qui la lisent comprennent que ce que je veux faire, c'est pas ce que j'ai écrit, là, mais il y a un projet derrière le projet. Bon, évidemment, avec le temps, on finit par dire, bon, laisse faire les catégories, je vais écrire ce que je pense, puis si tout ça, bon, les finances vont bien. Et c'est comme ça, finalement, que moi, je construis maintenant mes projets. Mais c'est vrai qu'au départ, quand ils ont commencé à nous dire, on veut 7 choses et pas 8 dans une demande de subvention, ben, il a quand même fallu qu'on s'est plié à ça, pas assez mécaniquement, là. Mais on était chanceux et tout le monde faisait ça mécaniquement. Donc, entre gens stupides, on peut s'entendre. Jusqu'à ce qu'on décide, je pense que c'est pas tout le monde qui sont parvenus à faire ça, mais je crois qu'au CRDP, on y est parvenu à s'en foutre, en fait. On disait, bon, je vais écrire l'histoire que je veux raconter, et puis si vous la trouvez bonne, et puis l'achèterez. Comme j'ai toujours dit, si l'avion est beau, il va voler. Et donc, la question de base, c'est ça. Est-ce que le projet est beau? Est-ce qu'il se comprend? Est-ce que j'y crois quand je t'écris? Et à ce moment-là, et donc, on a réussi quand même à dépasser ça, mais il a fallu, au départ, qu'on se plie aux exercices de style, et puis pas toujours avec le même talent. Une structure de financement de la recherche où en sciences naturelles et génie, 90-95% des professeurs-chercheurs dans des sciences naturelles et génie sont financés par les organismes subventionnaires. En sciences humaines, ça dépasse rarement 20%. Alors, il y a quand même structurellement un problème de fond dans le déséquilibre entre le financement accordé à la recherche médicale et à la recherche en sciences humaines et génie et la recherche en sciences humaines. Et souvent, on essaie de masquer ça en imposant des exigences de méga-équipes, des exigences d'équipes interuniversitaires, ce qui est bon, ce qui est même très sain. Sauf que quand ça sert à masquer un sous-financement structurel de la recherche en sciences humaines, je pense qu'il faut s'en inquiéter. La vérité, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans les sciences humaines. C'est ça, il n'y a pas assez d'argent par rapport aux autres disciplines. Mais là-dedans, on a joué un certain rôle, je dirais, au CRDP. Je pense qu'il faut reconnaître ça. D'abord, sur la structure des programmes de financement, on a joué un rôle parce qu'on était souvent les premiers à soumettre dans les nouveaux programmes qui étaient développés par le CRSH, etc. Puis on a soulevé à ce moment des problèmes qu'on a réussi à régler, à dépasser. Des incohérences à l'intérieur des programmes, comme par exemple le fait qu'on va avoir des équipes internationales, on ne peut pas envoyer d'argent nulle part. Qu'est-ce que ça te donne, toi, si tu es chercheur en Belgique ou en Côte d'Ivoire, si on ne peut pas dans Winson? Ça donne quoi de travailler avec une équipe canadienne si on ne peut pas t'envoyer dessus? Alors, c'est des choses qu'on a soulevées. Il y a des problèmes qui existent encore au CRSH, mais on a trouvé des façons de contourner ça. Et c'est de même pour beaucoup d'autres petits détails ou de plus grandes choses pour lesquelles on a dit, ben, on va arrêter ça. On arrête ça, là, si vous allez être cohérent. Et on pouvait se permettre ça parce que
on en avait des moyens, nous. C'est-à-dire qu'on n'était pas des gens qui n'avaient pas de sous, qui pouvaient dire, écoutez, on est victimes. Non, non, nous, on n'était pas des victimes. On réussissait à faire ce qu'on devait faire pour faire financer nos travaux, puis financer nos étudiants. Donc, on était bien situés pour dire, c'est de la merde. Ou du moins, ces contraintes-là n'ont pas d'allure. Et on avait pu le faire avec un peu d'autorité, particulièrement au FRQ pendant un certain nombre d'années, et moins maintenant, puis au CRSH assez régulièrement. Donc, on a fait ajuster des programmes parce qu'on a été les premiers, mais c'était également vrai, malheureusement, pour les plateformes électroniques également, dans lesquelles il faut rentrer nos propositions, et puis qu'on a fait modifier très souvent parce qu'on a été les premiers à travailler dessus en plein milieu du mois de juillet. Quand ça buguait, évidemment, ça buguait chez nous. On était les premiers à faire corriger plus ou moins les plateformes. Mais je pense que ça a eu une fonction un peu structurante. Et bizarrement, pendant un certain temps, en tout cas, nos rapports ont été assez bons avec les organismes subventionnaires. Et puis, on était assez demandés pour l'évaluation des projets, membres de comités, présidents des comités. On en a fait pas mal parce qu'on était là-dedans. On savait quand même jouer cette partie-là. On n'était pas sans savoir que ça nous contraignait pas mal. Et platement, ça nous contraint de plus en plus. Le nombre des exigences maintenant devient tellement important. Et moi, je m'inquiète toujours pour la relève, mais je m'en inquiétais déjà. Nous, c'est parce que ces complications-là, on les a vécues au fur et à mesure qu'ils venaient là. Chaque nouvelle édition de programme, il y avait de nouvelles complications. Et comme on les avait réglées, les anciennes, on réglait les nouvelles. On disait, ceux qui arrivent, qui rentrent là-dedans, là, qu'il y a toutes ces complications-là, mais en même temps, ils découvrent tout en même temps. Là, tu sais. Ça va décourager les gens dans la recherche juridique. Il y en a que ça décourage de monter tous ces fameux projets-là parce que quand ils arrivent, eux, ça fait 20 ans que ça se complique, alors que nous, on a vu ça se compliquer une année après l'autre. Mais bon, on n'a jamais été trop joyeux qu'ils nous compliquent la vie. On a des sérieuses discussions avec les fonctionnaires des fonds. Honnêtement, j'en ai eu encore récemment, tu te rappelleras, Vincent, une discussion qu'on avait avec les FRQ, là, quand on n'a pas été financé, qu'on essayait de réfléchir comment il fallait se concevoir, se réinventer pour l'être. Une discussion assez extraordinaire avec les fonctionnaires du FRQ. Parce que je m'étais laissé aller, parce que c'était un peu... Moi, je jouais le méchant policier, hein, je jouais le bon. Et moi, je suis gentil. Ouais. Mais c'est toi qui soumettais à toi, il fallait que tu sois gentil. Moi, je n'avais pas rien à tuer, je n'avais rien à cacher. Mais on a pu quand même fesser dans le tas quelquefois. Là, mais ça ne veut pas dire qu'on a un grand pouvoir là-dessus. C'est qu'en fait, en sciences humaines, il faut se réinventer, il faut se plier. Autrement dit, il faut démontrer notre légitimité. Alors qu'en sciences médicales, puis en sciences naturelles et génie, cette légitimité-là est acquise. J'en veux pour preuve le programme exploratoire lancé par le FRQ il y a quelques années, où il fallait impérativement, c'est un programme dont j'oublie le nom, là, mais moi j'avais participé à une équipe avec des gens de sciences biologiques. Il fallait impérativement qu'il y ait une méthodologie innovatrice. Lorsqu'il y a eu un séminaire, tous les gens de médecine nous sortaient leur projet comme n'importe quel autre projet de médecine. C'est correct. Mais les seuls qui finalement faisaient leur contorsion, c'était les projets de sciences humaines. Alors, et ça, moi, je pense que comme chercheur en sciences humaines, on devrait être beaucoup plus insistant pour, je dirais, dénoncer et condamner ce déséquilibre. Parce que c'est, je pense, à long terme, extrêmement néfaste pour le développement des sciences humaines. Pierre a une vision optimiste, tant mieux, heureusement, c'est ce qui permet de continuer. Mais moi, je ne suis pas aussi optimiste que Pierre. On a un problème de fond, c'est clair, d'argent. D'ailleurs, ce problème-là, on l'avait, moi, quand j'étais directeur du centre, ils avaient coupé un seul fonds, le fonds de recherche en sciences humaines à l'époque. Et là, évidemment, il y a la première chose que le fonds fait, il coupe les fonds des centres. C'est là qu'il y avait de l'argent, évidemment. Les regroupements stratégiques. Là, ils réunissent finalement tout le monde, tous les directeurs de centre. Ça, c'était carrément comme faire venir les gens de la mafia chez vous pour qu'ils tuent, là, parce qu'ils venaient de couper nos fonds, puis ils nous réunissaient, tu comprends-tu? Alors, les lions, c'était nous, justement. Et là, il y avait du monde qui était hors d'eux. Parmi eux, Yves Gingras, le grand sociologue et philosophe des sciences. Et il était vraiment le plus remonté de tous. Alors moi, évidemment, optimiste comme toujours, je m'indiquais que le vrai problème, c'est qu'on coupe les fonds du FRQ. C'est que le FRQ nous coupe, mais c'est parce qu'ils sont coupés. Donc, il faut aller chercher ça à la source. Mais évidemment, là, c'est mon doctorat de sciences politiques qui parlait. Et donc, évidemment, on s'est pogné parce que lui, il en voulait au FRQ. Alors, je dis, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Il dit, je vais écrire un texte
et je vais le faire signer, et je vais le signer avec Yves Gingras. Et si Yves Gingras et moi, nous sommes capables de signer le même texte, tout le monde ici va pouvoir le signer. Et de fait, on s'est entendu sur un texte, et puis on l'a fait signer par tout le monde, et une semaine plus tard, 5000 personnes avaient signé ce texte. Et puis, les fonds du FRQ ont été rétablis. Okay? Alors, j'indique ça parce qu'on n'est pas habitué à travailler de même sur le front politique, c'est le front politique. Mais il faut m'amener une fois de temps en temps que quelqu'un le fasse. Il se trouvait que j'avais la situation pour le faire, comme toi, un jour, ça arrivera sans doute, Nicolas, de te mettre au front et de dire, on va le faire. Il faut que quelqu'un dise ça à un moment donné. On va le faire. Et c'est tout ce que ça prenait, parce qu'elle m'a dit, une fois qu'on lui dit ça, puis que je me suis entendu avec Yves, qui est pas un gars facile, mais qui est devenu un ami depuis, on a réussi à changer quelque chose. Donc, des fois, on y arrive, mais le fond du problème, c'est l'absence de fond. Et je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Pendant que je travaillais sur le projet, c'était peut-être pour le centre, je crois. Il faut toujours que l'université contribue de façon importante. Puis, il faut établir la... Là, je ne sais pas trop, je m'estimais pour 100 000 par année, tu comprends-tu? Puis, avec le directeur du bureau de la recherche, on était là dans un restaurant, une école dans le coin, c'est 7 heures le matin. Et puis là, le téléphone sonne, et puis lui, il répond. Puis là, c'est quelqu'un de médecine. Alors lui, il dit, ouais, ben écoute, offre-leur 9 millions, offre-leur 9 millions, en tout cas, pas plus que 10. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, l'université est en train de dépenser 10 millions pour un labo quelconque en médecine, tu comprends-tu? Puis il venait de changer d'idée de 9 millions à 10 millions, donc 1 million de plus. Tout ça à peu près en 7 secondes, OK? Puis moi, je m'astinais pour 100 000 $. Quand tu vois ça, ça se peut pas. Oui, ça se peut complètement. C'est vraiment comme ça. C'est de même que ça marche. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire, les conditions des organismes subventionnaires, ce sont des décisions politiques et elles sont très souvent piquées contre le type de recherche qu'on fait. Je pense qu'il faut être très clair parce que c'est une condition fondamentale de notre travail comme chercheurs. Autrement dit, on travaille dans un monde où il nous faut démontrer continuellement et lutter continuellement pour asseoir la viabilité de la recherche. Moi, c'est ce que je retiens. Puis encore, quand je dis ça, c'est pas parce que il ne s'agit pas de dire que tout le monde ne nous aime pas, tout le monde nous haït, c'est pas ça. Mais c'est que structurellement, la recherche en sciences humaines n'a pas le même type de poids dans l'imaginaire de nos sociétés. La recherche en sciences humaines n'est pas réputée guérir une maladie incurable, n'est pas réputée s'assurer que les ponts vont tenir le coup. Mais par contre, c'est pourtant cette recherche-là qui permet de comprendre la détresse humaine et la discrimination. Mais malheureusement, on a beaucoup de travail à faire pour continuer de défendre la légitimité de cette recherche-là. Parce que moi, je comprends, j'imagine, j'ai l'impression que le sous-financement, c'est tout simplement une décision qui procède du fait qu'on a un déficit de légitimité chez beaucoup de décideurs. Mais moi, c'est ce que j'appelle la recherche invisible. Toutes les politiques publiques, sans aucune exception, sont soutenues et appuyées sur nos travaux. Les recherches en sciences humaines sociales, toutes. Alors, même en santé publique, parce que la santé publique, c'est la partie qui est liée avec les relations sociales. La santé publique, c'est les sciences sociales quand il s'applique à des phénomènes de santé collectifs. Alors, on est dans les sciences sociales. Alors, tout ça, en fait, passe complètement inaperçu. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça, ces sciences-là, les sciences invisibles. Pourtant, elles soutiennent pour une bonne partie du travail de l'État. Et donc, on est en face d'un problème de visibilité, de légitimité, mais de visibilité, parce que ça passe inaperçu. Et ça fait partie des problèmes qu'on a. Peut-être pour conclure juste à la fin des années 80, même si là, nous, on passe d'une période à l'autre parce que la machine a remonté le temps, on ne la contrôle pas complètement, surtout. Mais tout de même, au milieu des années 80, si on parvient à construire une demande qui a un certain sens pour le FRQ à l'époque, c'est parce que Rocher s'y est mis d'une certaine façon. Il propose une façon d'aborder ça qui peut être comprise par... Parce que jusque-là, Guy, il était plutôt en retrait, il travaillait dans ses textes à lui, beaucoup des textes d'érudition, Guy, c'est un spécialiste de la théorie sociologique, et en bonne partie, la théorie construite par d'autres chercheurs avant lui, d'autres penseurs.
Puis à l'époque, c'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que là, il se rende compte que le centre qui l'avait engagé n'était pas dans une situation qui permettait de continuer. Là. Lui, alors, il a compris qu'il fallait qu'il s'engage carrément à contribuer à reconcevoir ou à aider à reconcevoir un projet intellectuel. Et donc, la demande qui finalement a été financée après 2 refus, on lui doit très largement ça. Parce que au centre, on ne savait pas faire ça, là, des sciences sociales, puis dans le discours qu'on tient. Puis, et c'est quand même une structure qui, à l'époque, a tenu pendant 2 ou 3 autres subventions de 3 ans. En tout cas, le centre a facilement fonctionné pendant 10 ans sur cette structure-là et sur le type d'équipe que ça constituait, c'est-à-dire des équipes dans 3 grands domaines. Le domaine de la théorie du droit à l'époque, qui dans le fond plutôt sciences sociales et droit, je peux dire, le domaine des technologies de communication qui était dans le fond issu à l'époque de tout le droit des communications, toutes les questions liées à la liberté d'expression, tout qui est le champ en fait que Pierre dirigeait, auquel Karim Benitlev s'est associé, puis auquel par la suite sur Techno, Nicolas auquel il s'est associé, puis toute la question des sciences de la santé avec Bartha comme locomotive. Et donc, pendant pas mal d'années, on a travaillé sur des équipes de ce type-là et sur ce découpage-là, qui est un découpage qui a beaucoup de sens parce qu'il correspond au champ des trois grands domaines des organismes subventionnaires, au fédéral comme au Québec. Santé, sciences, technologies, sciences sociales et humaines. Et ça a été plus ou moins la structure, je dirais, de référence métadisciplinaire sur laquelle on a pu construire pendant pas mal d'années, peut-être plus que 10 ans, peut-être pendant une quinzaine d'années. Ce qui m'amène à ma deuxième question. En fait, Pierre, Pierre Leroux, tu as mentionné, on parle d'interdisciplinarité. Comment est-ce que l'interdisciplinarité s'est développée au centre? Parce qu'on peut réellement aujourd'hui prétendre que le CRDP et affirmer, prétendre est un mot qui est beaucoup trop faible, affirmer que le CRDP est un centre interdisciplinaire. Comment est née cette interdisciplinarité? Parce qu'évidemment, quand on retourne aux premiers travaux, années 60-70, on l'a vu, on avait une approche très positiviste à l'époque. Et donc, comment est-ce qu'on a finalement évolué vers cette approche interdisciplinaire qui en sont les grands architectes, les grands responsables? Je dirais que sur le plan intellectuel, le problème du CRDP, c'était le positivisme. Et c'est contre ça que, finalement, les travaux sont arc-boutés, je dirais, dans des perspectives herméneutiques, etc., que dans des perspectives qui sont des perspectives de sciences sociales et humaines. Donc, c'est plus ou moins la remise en question du positivisme qui explique le passage vers l'interdisciplinarité. Et le pluralisme juridique a servi de pont là-dedans. Ça aurait pu être une autre stratégie intellectuelle. J'ai toujours dit que l'idée du pluralisme, c'était une stratégie intellectuelle. À la limite, ce qui était important, c'est de dire que le texte ne se suffisait pas à lui-même. Le droit n'était pas inclus strictement dans le texte, mais dans le contexte dans lequel il était défini, mis en œuvre. Et c'est une idée que Molinari avait aussi. C'est toujours ça comme ça. Le CRDP, c'est le droit, l'étude du droit dans son contexte. À partir de ce moment-là, et j'ai toujours dit ça, moi, j'enseigne théorie critique au 3e siècle. C'est à partir du moment où tu sors de la réglementation ou de la législation, tu es dans une perspective critique. C'est-à-dire que tu te demandes, oui, c'est la loi, mais pourquoi celle-là, pas une autre? Critique. Alors, la perspective, je dirais, qui s'est développée autour du pluralisme, c'était une stratégie intellectuelle qui permettait de sortir du positivisme, du droit écrit au sens strict, pour se demander, pour se poser des questions sur la nature du droit comme système de régulation sociale ou comme système tout court. Là, et puis, donc, ça aurait pu sans doute être une autre stratégie. C'est celle finalement qui a été empruntée. On a tous un peu adhéré à cette idée-là. Ça sortait du texte. Oui, sauf que malheureusement, ça n'a pas encore suffi. Parce que par la suite, la précarité du financement s'est maintenue. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. C'est que malgré ces mutations bienvenues et tout à fait souhaitables, ce n'est pas encore suffisant. Autrement dit, quand on fait de la recherche en sciences humaines, même si on se conforme à beaucoup de demandes, ce n'est jamais garanti. On n'est pas plus légitime nécessairement. Et j'en veux pour preuve les échecs de financement, par exemple, il y a quelques années.
Voilà un centre qui performe, qui est considéré comme un modèle d'interdisciplinarité, mais pourtant, on ne le finance pas. Alors moi, comme chercheur qui n'a plus rien à perdre, là, parce que moi, je suis en fin de carrière, je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la structure de financement de la recherche. Si c'était si bon, comment ça se fait qu'on ne parvient pas à maintenir du financement? Et moi, je pense qu'il y a là, il est là le vrai problème, c'est-à-dire il ne faut pas être naïf. Et je pense qu'il faut éviter de se laisser prendre à ce jeu, justement, de jouer au lion puis courir après le steak. Il faut essayer de sortir de la cage pour remettre en question la structure de financement de la recherche dans nos sociétés, notamment en ce qu'elle est pipée contre les sciences humaines, même quand on opte pour des approches interdisciplinaires, même lorsqu'on s'ouvre à l'interdisciplinarité, à un degré, je me permets de le signaler, largement plus considérable que ce qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres champs disciplinaires. Est-ce qu'il y a des centres de recherche en médecine qui sont aussi interdisciplinaires qu'un centre comme le CRDP? Qu'on m'en indique, je serais heureux de les connaître. Il y a beaucoup de problèmes liés à ça aussi. Mais à Mylène Jacou, tu sais, les Mylène, on s'était toujours dit qu'on ferait un travail sur les vieux écrits. C'est-à-dire ceux qui, là, une fois, ils partent à la retraite, puis là, s'ils peuvent parler contre, tu sais, puis ils assassinent le monde entier. Mais là, on en a identifié quelques-uns. Là, on peut commencer notre groupe. Pierre, il pourrait être notre échantillon, parce qu'on avait identifié surtout les anciens juges en chef. Pour voir, ils écrivent des lettres assassines dans le devoir. Là, tu dis, waouh, waouh, waouh. Mais tu dis, les ministres, tu dis, oui, mais pourquoi tu n'as pas dit ça quand tu étais ministre? Tu sais? OK, ça, c'est les vieux écrits. À la défense de Pierre, il le dit depuis des années. C'est vrai. Mais ça, c'est le projet que Mylène et moi, on va finir par y arriver. Alors, on commence aujourd'hui, hein? C'est ça? On échantillonne. Fait que, il y a d'autres difficultés, mais qui sont intrinsèquement liées au type de projet que nous, on a en droit. C'est que le droit, à cause de sa fonction sociale, d'organisation, d'ordonnancement, ça nous oblige à réfléchir la société dans des perspectives relativement larges. On réfléchit à la société dans une perspective constructiviste ou dans des perspectives qui sont plus sociodéterministes. Mais quelle que soit la perspective, le droit oblige à réfléchir à l'organisation, à comment on peut vivre ensemble les uns avec les autres. C'est des questions de base de la vie, je dirais, collective. Et dans le fond, ça devrait être le fond des grands débats politiques, mais ça ne l'est pas toujours, comme vous savez. Ce qu'on entend aux élections, ce n'est pas toujours édifiant. Mais le droit oblige à ça, à réfléchir dans des termes comme ça. Et c'est de plus en plus difficile de faire financer des projets ambitieux de cette nature-là. Pourquoi? Parce que ce sont des grandes questions sur comment la société est-elle possible? Qu'est-ce qui rend possible la société? Qui est la question de base des sciences sociales et humaines et du droit. Et je dirais que ça, faire financer ça maintenant, c'est très difficile. On peut faire financer des recherches sur des très petits objets ou de très petites questions, et même des fois, même pas sur des questions, c'est-à-dire sur des objets. Les objets valent un peu par eux-mêmes. Et là, il y a des objets à la mode, et nous-mêmes, on n'a pas été fous là-dedans. On a parfois utilisé les mots qu'il fallait utiliser. Et puis André, dans ce qu'elle appelle du window dressing, elle peut en parler dans la mesure où elle a été une experte de ça. Elle-même, alors, et elle l'a appris à d'autres. Mais il y a les modes sur les objets, mais il y a surtout un manque d'ambition, je pense, sur le plan de la pensée, qui fait que faire financer des projets où la question du droit se pose, donc des questions d'organisation des rapports sociaux, c'est devenu très compliqué parce que les questions sont trop ambitieuses et parce que les évaluateurs ne le sont pas assez. Je dis ça en toute amitié pour eux tous, là, qui au fond sont encore plus victimes que nous de ça, puisque nous, au moins, le droit est là pour nous obliger à réfléchir globalement, tu sais, y compris dans les conflits sociaux, tu sais, y compris dans la compréhension des conflits sociaux, qui sont tous des conflits sur des orientations qui sont en tension et qui peuvent se traduire d'une façon ou d'une autre par le droit. Et nos questions, donc, sont moins faciles à financer parce qu'elles sont plus ambitieuses. Et puis, je le dis parce que on est moi-même, je me fais dire non une fois de temps en temps, c'est toujours sur les projets les plus fondamentaux, c'est les plus forts, c'est les projets les plus intéressants qu'on ne réussit pas à faire financer. Et ça, je pense que ça vient aussi avec l'absence de fonds, mais je crois aussi que ça vient avec un rapetissement du projet des sciences sociales.
Et ça, il faut à un moment donné qu'on se réveille, qu'on se dit, ben là, je veux bien étudier telle petite chose, là, mais c'est la question derrière qui compte. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux étudiants. Ton objet ne m'intéresse pas. C'est sans intérêt. Et la question que tu poses, c'est ça qui est intéressant. Et donc, il faut revenir à la recherche dans ce cas-là de plus important. On essaie de répondre à des questions qui, dans le fond, deviennent des grandes questions, c'est toujours les mêmes. Comment on peut vivre ensemble? C'est ça, les grandes questions. Et ça, il n'y a pas de place pour ça actuellement. Ça devient compliqué. Et c'est comme ça, finalement, quelqu'un comme Trudel décide qu'il prend sa retraite. Non, mais ce que ça prendrait, c'est un autre Paul Gérin-Lajoie, finalement. Oui, mais là, tu sais, 50 000 $, ça vaut pas mal d'argent. Il faudrait qu'il nous donne, ça doit représenter au moins 500 000 $ facilement aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas dans le budget du ministère de la Justice qu'on va trouver ça. Je vous enfonce un papier. Avant de vous demander votre mot de la fin, messieurs, je vais me retourner vers l'audience. Oui, mot de la fin. Avant ma troisième question, en fait, qui va être le mot de la fin, je me retourne, vous l'avez dit dès le début, hein, on a une riche histoire au CRDP, il y a énormément à dire. Je ne sais pas si dans la salle, des collègues qui ont des questions pour les Pierre ou des anecdotes qu'ils ou elles aimeraient partager avec nous, ou je dis dans la salle, mais dans la salle virtuelle également. Et pendant que vous y pensez… Moi, j'aurais peut-être juste une question. Là, j'aimerais vous demander sur la question de l'interdisciplinarité. Moi, je me demande si ce n'est pas plus complexe encore que ça, la raison du développement de l'interdisciplinarité, s'il n'y a pas un élément aussi, je suis d'accord avec ce que vous avez mentionné, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une condition structurante de transformation quand même de la société et de l'université, mais pour des raisons un peu de rationnement, qu'on a quand même poussé des regroupements, puis un peu l'éclatement de certains objets pour des raisons très, très liées à de la réduction du financement public et d'une politique de rationnement. Je ne dis pas que ça explique tout, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi ça? Moi, je me souviens en criminologie aussi, on a été confronté à ce problème-là en disant on ne va quand même pas multiplier, regroupons les chercheurs qui travaillent autour de certains objets, même s'ils sont dans des disciplines différentes. Donc, je pense quand même qu'il y a un lien avec une forme de néolibéralisation de l'université. Donc, moi, c'est une de mes hypothèses. Je ne dis pas que ça explique tout, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Je dirais en tout cas certainement, Mylène, qu'il y a, tu l'as vu comme moi, on est dans la même génération, là, il y a eu une fuite en avant dans l'inter. C'est-à-dire, on n'est jamais assez inter, et puis plus ça va, plus on le nie. Et j'ai déjà indiqué ça au FRQ, mais ils n'ont pas aimé que je dise ça, là, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a une fuite en avant, littéralement, dans l'idée qu'on peut tout lier quelque part à un certain niveau, alors que je ne crois pas que ce soit toujours possible, ni même utile. Il y a beaucoup de travaux qui sont fondamentalement des travaux de sociologie, de sciences politiques, d'anthropologie, qui sont très bien comme ça. C'est ces travaux-là dont on a besoin, parce que ce dont on parle est bien traité, et peut être bien traité par une discipline particulière et pas nécessairement par 15 à la fois. Et on a vraiment le problème de ça. Est-ce que la perspective ou le développement du néolibéralisme, et ça vient, tu sais, avec une certaine idée de l'utilitarisme de la recherche, si on veut traduire le néolibéralisme dans les demandes sociales qui viennent vers l'université, on en vient sur des questions liées à la recherche appliquée, par exemple, par rapport à la recherche fondamentale, à une recherche qui sert, à une recherche qui… Et moi, même si j'ai fait beaucoup dans la recherche appliquée, je crois que c'est utile, la recherche appliquée, mais moi, mes questions à moi, c'est des questions de recherche fondamentale. Et je pense que tu as raison dans la question de l'utilité de l'instrumentalisation de l'université comme outil producteur de choses utiles pour ceux qui les financent. Et ça, je pense que Pierre le dit à sa façon, d'une certaine façon. En fait, ce qui est affligeant, c'est que les organismes qui seraient censés avoir mandat de défendre la recherche contre des assauts néolibéraux font pas grand-chose là-dessus, finalement. Ils font simplement contribuer à ces impératifs de contorsionnement qu'on impose aux chercheurs, au lieu de hausser le ton et dénoncer. On n'entend presque jamais le FQRSC dénoncer le sous-financement de la recherche en sciences humaines.
On le voit plutôt surmultiplier les programmes, surmultiplier les gadgets, bref, entrer dans ce discours néolibéral au lieu de défendre la recherche. Et c'est un peu dommage parce que on pourrait espérer que les organismes qui ont pourtant mandat de définir et de défendre la recherche se traînent un peu moins les pieds pour le faire, et ils ne le font pas. C'est assez affligeant de voir ce que sort le FQRSC, qui est essentiellement de s'aplaventrir devant les logiques néolibérales dont Mylène parle finalement, au lieu à tout le moins, s'ils ne veulent pas les dénoncer, au moins qu'ils cessent de les cautionner. Mais je pense que c'est peut-être trop demandé. Peut-être une information et une demande à tous les collègues. Vous aurez remarqué que Pierre a pu amener plusieurs ouvrages. Sachez qu'au CRDP, on a plusieurs traditions. L'une d'elles, c'est la bibliothèque du directeur. Donc, dans mon bureau, bureau que j'occuperai tant et aussi longtemps que je serai directeur et qui sera évidemment occupé par quelqu'un d'autre dans quelques années, j'ai la bibliothèque du directeur qui a des livres depuis 1962. Donc, livres qui ont été publiés par l'ensemble des chercheurs qui ont passé en nos murs au fil des ans. Et donc, d'une part, si vous êtes chercheur et que vous voulez consulter ces ouvrages, n'hésitez surtout pas à venir cogner à ma porte. Il me fera plaisir de vous donner accès. Ce sont toujours des documents qui sont très agréables de feuilleter. Je sais qu'avec Annick, on a trouvé ensemble un livre sur des questions fiscales qui a été fait au début des années 80, si ma mémoire est bonne. Années 60, dans le cadre de la Commission royale. Voilà. Et donc, on a trouvé ce livre-là juste au moment où Annick est en train d'écrire un article sur le sujet. Donc, de voir que finalement, des chercheurs du CRDP avaient contribué, mais ça fait une belle ouverture pour un article. Donc, tout ça pour dire que la bibliothèque du directeur, en fait, c'est la bibliothèque du CRDP. Donc, n'hésitez surtout pas à venir la consulter, mais en échange, je vous demanderai simplement, surtout quand vous faites le ménage de votre bibliothèque et vous vous rendez compte, j'ai 2 ou 3 versions ou 3 copies d'un ouvrage que j'ai écrit, si vous avez une copie de plus, s'il vous plaît, me l'acheminer. Je l'ajouterai à la bibliothèque du directeur pour que, dans un autre 60 ans, lorsque des gens viendront parler du fait qu'ils ont connu Vincent Gautret ou Pierre Noreau, ou peu importe, que la personne qui est assise ici, peut-être moins en fauteuil roulant, je pourrais dire, justement, j'ai la copie du premier ouvrage sur les contrats électroniques de mon collègue Vincent Gautret. J'espère qu'ils ne diront pas je l'ai connu, j'espère qu'ils diront je le connais. Tu sais. Effectivement. Mais en même temps, dans 60 ans, on pourra en discuter. Écoutez, messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a autre chose ou peut-être une ouverture, un conseil pour nos jeunes chercheurs. Je vois qu'on a des doctorants dans la salle notamment et qui nous écoutent sur le futur du CRDP. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Moi, je pense que ce qui a fait le succès du CRDP, c'est la passion de ceux qui travaillent. Et ça, c'est l'actif le plus fondamental. Et ça, il faut le cultiver. À chaque fois qu'on travaille dans une recherche, on est passionné, on est fasciné par le sujet de recherche. Et je pense que c'est ce type de passion-là qu'il faut à tout prix, non seulement préserver, mais il faut la cultiver. Parce que la recherche est une activité créatrice, une activité de remise en question constante. Et elle ne se fait pas sans passion. Et je pense que ça, c'est la valeur la plus fondamentale. C'est ce qui, à mon sens, explique que le CRDP a pu se rendre jusqu'à ce 60e anniversaire. Et c'est ce qui, d'après moi, garantit le fait qu'il va se rendre jusqu'à son premier siècle. En tout cas, je pense que le CRDP a incarné un peu la question de la liberté académique qui a été débattue. Souvent dit, la liberté académique existe depuis beaucoup plus longtemps que la liberté d'expression. Après tout, les premiers chercheurs qu'on peut considérer comme les ancêtres finalement de la recherche contemporaine
au 13e, au 14e, au 15e siècle, n'avaient pas la liberté d'expression. Ils avaient la liberté académique. Ils avaient le droit de penser ce qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils étaient obligés de le cacher ou de l'écrire, de le faire imprimer ailleurs, comme c'est souvent arrivé des intellectuels de cette période-là, et très longtemps, même au XVIIe siècle, soit parce qu'on publiait sur le nom de pseudonyme ou parce qu'on publiait à Genève ou à Amsterdam, parce que c'était possible de publier là, alors qu'on risquait sa tête si on publiait en Italie particulièrement. Je vois tout ça et je me dis, bon, ça prouve que le droit de penser existait avant et puis que c'est un trésor qu'on a et puis qu'on doit passer aux autres. Et la seule façon de le passer, c'est d'exercer. Fait que je crois que c'est là-dessus qu'on est. Ça a été beaucoup débattu, la liberté académique. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on met dedans, mais ce qu'on met dedans, c'est le droit de penser. C'est ça le fond de l'affaire. Le reste, c'est comment on y arrive si on est obligé pendant un certain temps d'exercer la liberté académique sans avoir la possibilité de la liberté de parole. C'est un drame, mais il ne faut surtout pas oublier le premier parce que c'est ce qui permettra qu'un jour on retrouve la liberté de parole. Et donc, je vois ça un peu comme ça. Je pense qu'on porte une mission qui nous dépasse. Il faut poursuivre. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre générosité. Merci d'avoir rendu mon travail aussi facile durant cette dernière heure. Ouais, on avait lu tes questions et on disait, c'est pas vrai qu'on va répondre. Mais écoutez, surtout, je me sens bien petit après cet échange, d'avoir tout ce qui s'est fait et l'importante tâche des chercheurs au CRDP et de son directeur. Donc, merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être présents et bien, il ne reste plus qu'à applaudir le conférence.